La pluie de novembre s'abattait lourdement sur les trottoirs sombres du quartier ouvrier de Vallecas. Au milieu de la nuit, les gyrophares bleus d'une patrouille de police tailladaient l'obscurité dense de la rue Louis Marin. L'inspecteur José Negri ajusta son col mouillé avant de sortir lourdement du véhicule sérigraphié. Sur le trottoir d'en face, une famille entière tremblait de froid et de panique absolue sous un porche minuscule. Les enfants serraient les bras de leurs parents, comme si leur vie en dépendait à cet instant précis. Le père de famille s'avança vers les policiers, les mains tremblantes et le visage déformé par l'effroi. Il supplia les forces de l'ordre d'entrer dans son appartement pour vérifier ce qui s'y passait. L'inspecteur Negri n'avait jamais vu des citoyens espagnols aussi terrifiés par leur propre foyer. Les policiers sortirent leurs lampes torches et franchirent le seuil sombre de l'immeuble. L'odeur d'humidité et d'enfermement saisit immédiatement la gorge des 3 officiers en patrouille. Chaque pas sur les marches de pierre résonnait comme un glas funèbre dans la cage d'escalier déserte. Arrivés devant la porte du 3e étage, un silence lourd et anormal les attendait. Soudain, un bruit sourd de meubles traînés contre le sol retentit de l'autre côté du panneau de bois. L'inspecteur Negri posa fermement la main sur la poignée froide et poussa le battant sans hésiter. L'air à l'intérieur du logement semblait glacé, bien plus froid que l'atmosphère de la rue régnant au dehors. Les faisceaux des lampes balayèrent un salon encombré de meubles, en acajou typique des familles modestes. Une lourde armoire en bois massif commença à osciller violemment devant les yeux ébahis des officiers. Les policiers reculèrent d'un pas, cherchant instinctivement une explication rationnelle à ce mouvement autonome. Des bruits de griffures stridentes déchirèrent soudainement le papier peint du couloir principal. Negri avança prudemment vers la chambre du fond, là où la tension semblait la plus étouffante. Au centre de la pièce, un grand crucifix en bois fixé au mur se retourna brusquement à l'envers. Un liquide visqueux et sombre commença à perler le long du mur, juste derrière le Christ inversé. L'un des policiers poussa un juron étouffé et refusa catégoriquement d'avancer plus loin dans la pièce. Fidèle à son devoir, l'inspecteur Negri sortit son carnet pour consigner méticuleusement ces anomalies impensables. Sur le bureau de la jeune fille, une photographie en noir et blanc attira immédiatement l'attention du détective. C'était Estefania Gutiérrez Lazaro, dont le destin tragique hantait désormais chaque recoin de cette demeure. La jeune fille était décédée quelques mois plus tôt dans des circonstances médicales totalement inexplicables. Un courant d'air glacial traversa soudain la pièce fermée, faisant claquer la porte derrière l'inspecteur. Les policiers restés dans le couloir se mirent à frapper frénétiquement contre le panneau de bois bloqué. Negri braqua sa torche vers le plafond et vit une ombre humanoïde se dilater au-dessus de lui. Sans perdre une seconde, il épaula la porte de tout son poids pour s'extirper de ce piège obscur. La serrure céda dans un craquement sinistre, libérant l'inspecteur au milieu de ses subordonnés paniqués. Comprenant qu'il ne faisait pas face à des cambrioleurs, Negri ordonna l'évacuation immédiate des lieux. Ils descendirent les escaliers 4 à 4, fuyant la force invisible qui semblait régner là-haut. De retour sous la pluie, l'inspecteur retrouva les parents prostrés qui attendaient un verdict impossible. Il leur avoua à demi-mot que ce rapport de police ne ressemblerait à aucun autre dans l'histoire du pays. Ce document officiel allait devenir la première preuve écrite d'un phénomène paranormal certifié par l'État espagnol. Mais pour comprendre la fureur de cette entité, il fallait remonter bien plus loin dans le temps. Tout avait commencé 1 an auparavant, loin des rapports de police et des inspecteurs chevronnés. Dans l'ombre d'une salle de classe oubliée, Estefania s'apprêtait à poser ses doigts sur une planche de Ouija clandestine. Tout a commencé un après-midi maussade de printemps dans la banlieue ouvrière de Vallecas. Un vélomoteur rouge roulait paisiblement le long d'une avenue désertée avant le grand carrefour. Le crissement soudain des pneus d'un camion a rompu définitivement le calme du quartier. L'accident violent a coûté la vie instantanément au jeune Miguel, laissant derrière lui un vide immense. La nouvelle de sa disparition brutale s'est propagée comme un venin dans les couloirs du lycée. Martha s'est effondrée en apprenant la mort de celui qui partageait sa vie depuis 1 an. Pendant des jours entiers, la jeune fille est restée recluse dans sa chambre obscure. Elle refusait de s'alimenter, préférant serrer contre son cœur une vieille écharpe lui appartenant.
Estefania regardait sa meilleure amie dépérir avec un sentiment d'impuissance totale. Elle cherchait désespérément un moyen de briser cette spirale de tristesse destructrice. Les tentatives de consolation classiques restaient vaines face au silence obstiné de Martha. C'est alors qu'Estefania commença à s'intéresser aux articles de magazines ésotériques trouvés dans le salon. Les pages jaunies traitaient de la possibilité de communiquer avec les défunts récemment disparus. Une idée folle et dangereuse commença à germer dans l'esprit de l'adolescente. Elle se promit d'offrir à Martha un dernier adieu avec Miguel pour apaiser son âme. Pour cela, elle devait se procurer les outils nécessaires au rituel interdit. Elle savait que sa famille, profondément catholique, désapprouverait totalement cette démarche. Le secret devait être gardé absolu pour éviter les répercussions et les interdictions. Un soir, elle s'installa à son bureau pour dessiner grossièrement des lettres sur un carton. Ses doigts tremblaient légèrement en traçant l'alphabet de A jusqu'à Z. Elle ajouta ensuite les mots solennels « oui » et « non » dans les coins supérieurs. Au centre du carton, un soleil et une lune stylisée complétaient l'improvisation occulte. Pour faire office de pointeur, elle sélectionna un petit verre à liqueur en cristal épais. Le lendemain, elle glissa discrètement la planche improvisée au fond de son cartable. Elle aborda Martha pendant la récréation, l'emmenant à l'écart du tumulte général. Martha ouvrit de grands yeux, oscillant entre la terreur pure et un espoir fou. La douleur du deuil était si forte qu'elle accepta immédiatement de tenter l'expérience. Les deux amies comprirent qu'elles avaient besoin d'une troisième personne pour équilibrer l'énergie. Elles choisirent une autre camarade de classe, intriguée par le mystère des sciences occultes. Le trio se mit d'accord pour agir durant l'heure d'études libres de l'après-midi. Elles devaient trouver un endroit totalement à l'abri des regards indiscrets de l'administration. Une salle de classe désaffectée au sous-sol du collège Aragon semblait parfaite. L'air y était glacial et une odeur de vieille cire flottait de manière étouffante. Elles ont poussé doucement la lourde porte en bois pour s'enfermer à double tour. Martha s'est assise par terre, ses jambes croisées, tremblant de manière incontrôlable. Estefania déplia le grand carton usé et le posa délicatement entre elles trois. Le petit verre en cristal fut retourné exactement au centre de la feuille de papier. Le silence de la pièce est devenu si lourd qu'on entendait le tic-tac d'une horloge lointaine. Estefania prit une profonde inspiration pour calmer les battements frénétiques de son cœur. Elle leva doucement l'index pour venir effleurer la surface froide du récipient. Les deux autres filles l'imitèrent, unissant leurs doigts dans une tension palpable. La première question fut prononcée à voix basse, rompant le calme oppressant du sous-sol. Sans que personne ne pousse, le verre en cristal se mit soudainement à vibrer sous leurs doigts. Une étrange sensation de froid glacial commença à envahir les chevilles des trois adolescentes. Quelque chose venait de répondre à l'appel, mais ce n'était peut-être pas l'esprit de Miguel. L'air froid du matin enveloppait la cour de récréation du collège Aragon alors qu'Estefania rejoignait discrètement ses amis. Sous son manteau, la jeune fille cachait soigneusement une planche de Ouija artisanale dessinée à la main sur un grand carton. Profitant de l'absence suspecte des professeurs pendant l'heure du déjeuner, les adolescentes se glissèrent dans une salle de classe désaffectée au sous-sol. Le silence de la pièce abandonnée n'était brisé que par le bourdonnement lointain de la circulation madrilène. Martha prit place en tremblant sur une chaise en bois, les yeux encore gonflés par le deuil de Miguel. Estefania déplia délicatement le carton sur une table poussiéreuse, révélant les lettres de l'alphabet tracé à l'encre noire. La troisième amie ferma doucement la lourde porte en bois pour s'assurer que personne ne viendrait interrompre leur rituel interdit. Les chiffres de 0 à 9 entouraient un grand oui et un non peint, avec une insistance presque menaçante au sommet de la feuille. Estefania sortit alors de sa poche un petit verre d'eau retourné qui servirait de pointeur pour leur communication de fortune. Les trois paires de mains se rapprochèrent lentement, hésitantes, avant de poser la pulpe de leurs index sur le fond en verre. Estefania prit une profonde inspiration et commença à réciter une formule d'appel d'une voix basse et monocorde. Martha ferma également les yeux, priant silencieusement pour recevoir un signe d'espoir de son fiancé disparu. Pendant de longues minutes, rien ne se passa et seule la fraîcheur de la pièce semblait s'intensifier anormalement.
Soudain, une sensation de lourdeur écrasante s'abattit sur la table, comme si l'atmosphère s'était brusquement condensée. Sans qu'aucune des filles n'exerce de pression visible, le verre d'eau commença à glisser lentement vers la lettre M. Martha étouffa un sanglot en voyant le pointeur se déplacer ensuite avec assurance vers le I, puis le G. La troisième jeune fille tenta de retirer son doigt, mais Estefania lui ordonna fermement de ne pas rompre le cercle sous aucun prétexte. Le nom complet de Miguel s'orthographia ainsi sous leurs yeux ébahis, confirmant une connexion indicible avec l'au-delà. Martha murmura une question désespérée pour savoir s'il souffrait là où il se trouvait désormais. Le verre tressaillit violemment avant de foncer d'un coup sec vers la réponse négative tout en haut du carton. Le mouvement devint alors erratique, traçant des 8 répétés à travers toute la surface du papier cartonné. Estefania réalisa immédiatement que l'entité qui venait de prendre le contrôle de la séance n'était plus du tout l'esprit bienveillant de Miguel. Les ombres dans les coins reculés de la pièce abandonnée semblèrent s'étirer et ramper le long des murs décrépits. Un bruit sourd de grattement résonna soudain à l'intérieur même du vieux radiateur en fonte situé près de la fenêtre. Paniqué par l'ambiance devenue étouffante, l'ami d'Estefania tenta de briser le contact en retirant de force sa main grelottante. À cet instant précis, une lourde et froide rafale de vent invisible fit claquer violemment les volets métalliques extérieurs. La porte de la salle de classe s'ouvrit brusquement à la volée, révélant la silhouette sévère d'une enseignante qui passait par là. « Qu'est-ce que vous faites ici, toutes les trois ?» hurla la professeure en s'avançant d'un pas lourd vers la table du fond. Dans un mouvement de fureur et d'incompréhension, l'enseignante projeta sa main en avant pour arracher le carton blasphématoire. La traction brutale fit basculer le pointeur improvisé qui glissa violemment avant de heurter le coin en métal de la table. Le petit verre d'eau se brisa instantanément en des dizaines d'éclats tranchants qui volèrent à travers la pièce sombre. Les jeunes filles se protégèrent le visage à la hâte, tandis qu'un silence de mort retombait brutalement sur le groupe. C'est alors que de l'intérieur même des débris du verre brisé commença à s'échapper une substance anormale. Une fumée noire, dense et compacte comme de la suie en suspension, s'éleva lentement au-dessus de la table en bois. La professeure recula d'un pas, figée par l'effroi, incapable d'expliquer rationnellement le phénomène physique qui se déroulait sous ses yeux. Martha et son amie s'enfuirent en hurlant vers la sortie, abandonnant Estefania seule face à la nappe de brume ténébreuse. Au lieu de se dissiper dans l'air froid de la pièce, la fumée noire sembla s'animer d'une volonté propre et malveillante. La masse sombre se dirigea en ligne droite vers le visage d'Estefania qui restait totalement paralysée par une force invisible. Sous le regard impuissant de l'enseignante, la jeune fille ouvrit involontairement la bouche dans un spasme de terreur pure. Le filet de fumée noire s'engouffra alors brutalement à l'intérieur de sa gorge, aspiré tout entier en une fraction de seconde. Estefania s'effondra lourdement à genoux sur le sol en béton, se prenant la gorge à 2 mains comme si elle s'étouffait de l'intérieur. Ses yeux clairs basculèrent un instant vers l'arrière, révélant uniquement le blanc de ses globes oculaires révulsés. La pièce redevint soudainement immobile et glaciale, ne laissant que le corps tremblant de la jeune fille sur le sol. Lorsque la directrice arriva en urgence quelques minutes plus tard, la fumée mystérieuse avait totalement disparu sans laisser de traces. Pourtant, dans le regard hagard qu'Estefania posa sur les adultes, quelque chose d'inconnu venait définitivement de prendre racine. Les semaines qui suivirent le drame du collège Aragon plongèrent l'appartement de la rue Louis Marin dans une pénombre insoutenable. Estefania passait désormais des heures entières murée dans un silence glacial, le regard obstinément rivé vers les coins supérieurs de sa chambre. Sa mère, Conception, tentait de masquer son angoisse grandissante en s'affairant bruyamment dans la cuisine étroite. Une nuit, alors que l'horloge du salon s'apprêtait à sonner 2 heures, un froid soudain et anormal envahit la petite pièce. Estefania sentit ses paupières s'ouvrir brusquement, arrachées à un sommeil lourd et peuplé de cauchemars sans nom. Au-dessus de sa tête, la surface blanche du plafond commença à se déformer sous l'effet d'une obscurité mouvante. Une silhouette humanoïde informe prit corps, s'étirant lentement le long des moulures de la chambre de l'adolescente. La jeune fille voulut hurler pour appeler ses parents, mais aucun son ne parvint à franchir ses lèvres desséchées. L'ombre semblait se nourrir de sa terreur impuissante, glissant centimètre par centimètre vers le bas du lit.
Dans un effort surhumain, Estefania parvint enfin à rouler hors de ses draps et à s'effondrer sur le sol en linoléum. Le vacarme de sa chute brisa instantanément le calme lourd de la demeure madrilène. Alertée par le choc, Concession traversa en courant le couloir, sa robe de chambre flottant derrière elle. Elle poussa la porte de la chambre et découvrit sa fille aînée recroquevillée en position fétale. « Il y a des hommes noirs ici, ils me demandent de venir avec eux », balbutia l'adolescente en pointant le plafond vide. Conception leva les yeux vers le plâtre nu, refusant d'admettre la moindre anomalie dans sa maison chrétienne. « Ce ne sont que des cauchemars dus à la fatigue, range ces bêtises et recouche-toi », ordonna-t-elle d'une voix tremblante. Le déni familial s'installa ainsi comme un rempart fragile contre l'horreur insidieuse qui frappait à leur porte. Le lendemain, le père de famille refusa catégoriquement d'aborder le sujet durant le sobre repas du midi. Les frères et sœurs d'Estefania gardaient les yeux baissés, terrorisés par l'ambiance électrique qui régnait à table. Les jours défilèrent, amenant avec eux des bruits inexplicables de pas lourds provenant des combles inaccessibles. Des ombres furtives traversaient désormais le salon en plein jour, filant derrière les meubles avant de disparaître. Estefania s'enfermait de plus en plus dans sa psychose, refusant de s'alimenter et perdant du poids à vue d'œil. Son père s'emporta un soir, brisant une assiette en hurlant que la maison n'était pas maudite. C'est à cet instant précis que le premier phénomène physique violent se produisit sous les yeux de la famille. La jeune fille poussa un gémissement d'animal blessé avant que ses yeux ne se révulsent totalement. Son corps fut pris de convulsions d'une violence inouïe, la projetant violemment en arrière contre le buffet. Conception hurla de terreur et se précipita au sol pour maintenir la tête de son enfant. Les membres de l'adolescente se tordaient dans des angles qui semblaient défier l'anatomie humaine. Son père tenta de lui ouvrir la bouche pour l'empêcher d'avaler sa propre langue dans sa rage convulsive. Une écume blanche mêlée de sang commença à sourdre des lèvres de la malheureuse victime. Malgré la force conjuguée des deux parents, le corps d'Estefania semblait animé par une puissance herculéenne. Pendant la crise, une voix grave et gutturale s'échappa de sa gorge, proférant des insultes dans une langue inconnue. Marianella, la petite sœur cachée derrière la porte, pleurait doucement en serrant sa poupée en plastique. L'attaque dura près de 10 minutes interminables avant que le corps d'Estefania ne se relâche subitement. Conception s'effondra en larmes sur la poitrine de sa fille, priant la Vierge Marie d'intercéder pour sa santé. Le père, blême, se redressa enfin et marcha vers le téléphone fixé au mur de l'entrée. Il composa nerveusement le numéro des urgences médicales, comprenant que la situation surpassait leurs forces. Alors qu'il attendait la tonalité, les lumières de tout l'appartement vacillèrent avant de s'éteindre complètement. Dans le noir total, le bruit distinct de plusieurs cadres photos se décrochant des murs résonna lourdement. Une odeur de soufre et de brûlé commença à se propager instantanément dans l'atmosphère confinée. C'est alors que, tapie dans l'obscurité de la cuisine, l'entité sans visage se redressa de toute sa hauteur. Les cris de détresse de la mère reprirent de plus belle, tandis que les sirènes de l'ambulance résonnaient enfin au loin dans la nuit madrilène. La science médicale s'apprêtait à entrer dans l'appartement du numéro 8, mais rien ne pouvait la préparer à ce qui l'attendait là-dedans. Car au fond de la pièce sombre, les yeux d'Estefania se rouvrirent à nouveau, brillant d'une lueur d'une malveillance absolue. La lueur malveillante dans les yeux d'Estefania glaça instantanément le sang de ses parents figés de terreur. Sans perdre une seconde, son père Conception la souleva brusquement du lit pour l'extirper de cette pièce maudite. La mère, terrifiée, courut vers le téléphone du salon pour appeler les secours d'une voix tremblante. Le corps d'Estefania devint soudainement d'une rigidité presque impossible à manipuler pour son père. Quelques minutes plus tard, l'ambulance fonçait à toute allure à travers les rues sombres de Madrid. Les portes de l'hôpital Gregorio Maranon s'ouvrirent dans un fracas métallique pour accueillir la jeune patiente. Les médecins de garde se précipitèrent immédiatement autour de la civière pour tenter de stabiliser la crise. Mais le personnel médical remarqua vite que les symptômes de l'adolescente défiaient toute logique clinique. Les machines n'affichaient aucune activité épileptique standard, malgré l'intensité terrifiante des spasmes. Estefania commença alors à murmurer des paroles incompréhensibles, changeant de voix d'une seconde à l'autre. Le docteur principal ordonna une forte dose de sédatifs pour calmer le système nerveux de la jeune fille.
Pourtant, le produit chimique injecté sembla n'avoir absolument aucun effet sur son corps en transe. Les heures passèrent dans l'angoisse la plus totale, laissant les spécialistes face à une impasse totale. Les examens toxicologiques revinrent tous négatifs, éliminant l'hypothèse d'une quelconque substance ingérée. De retour à la maison après des jours d'examens futiles, l'état d'Estefania ne faisait qu'empirer. La science ayant échoué, la famille commença à envisager une origine bien plus sombre à ce mal. Conception décida alors de contacter discrètement un prêtre de la paroisse locale pour obtenir de l'aide. Le vieux prêtre écouta le récit des phénomènes avec un sérieux qui accentua la panique du père. Il fut convenu qu'une visite discrète serait rendue à l'appartement pour évaluer la situation spirituelle. Le soir de la rencontre, l'ambiance au numéro 8 de la rue Louis Marin était d'une lourdeur insupportable. Le prêtre franchit le seuil du salon, serrant fermement son chapelet entre ses doigts tremblants. À cet instant précis, la température de la pièce chuta de manière brutale et surnaturelle. Estefania, assise sur le canapé, commença à grogner comme un animal sauvage acculé. Le prêtre commença immédiatement à réciter les premières prières de protection en latin. Un rire grave et totalement inhumain s'échappa alors de la gorge de la jeune fille. L'homme d'église aspergea Estefania d'eau bénite tout en haussant le ton de ses incantations. Les meubles du salon se mirent soudainement à vibrer avec une violence inouïe. La mère d'Estefania éclata en sanglots, serrant ses autres enfants contre elle dans un coin. C'est alors que le phénomène le plus terrifiant de la soirée se produisit sous leurs yeux. Le grand crucifix en bois accroché au mur commença à pivoter lentement de lui-même. Un second crucifix, posé sur une étagère, s'inversa à son tour dans un grincement sinistre. Le prêtre recula d'un pas, sa foi ébranlée par la force brute de cette manifestation. Toutes les images pieuses de la pièce se retournèrent simultanément contre les murs. Réalisant son impuissance, le vieil ecclésiastique ordonna d'interrompre immédiatement le rituel. Il avoua à la famille que la force présente dépassait de loin ses capacités spirituelles. Le départ précipité du prêtre laissa la famille Gutiérrez dans un désespoir absolu. Estefania s'effondra au sol, épuisée et inconsciente après le départ de l'homme d'église. Le silence qui retomba sur l'appartement était encore plus lourd et menaçant qu'auparavant. La famille comprit ce soir-là que personne, ni les médecins ni l'église, ne pouvait les sauver. Alors que la nuit touchait à sa fin, une ombre plus dense commença à se matérialiser près de la chambre des enfants. L'entité maléfique, furieuse d'avoir été provoquée par le rituel, semblait chercher une nouvelle cible plus vulnérable. Un frisson d'épouvante traversa la maison, tandis qu'un murmure d'enfants s'éleva de la pièce voisine. La terreur changeait désormais de visage, glissant inexorablement d'Estefania vers sa petite sœur Marianella sans que personne ne puisse l'arrêter. La transition maléfique s'opéra au cœur d'une nuit particulièrement glaciale de l'automne madrilène. La petite Marianella dormait paisiblement dans son petit lit en bois verni lorsque la température de la chambre s'effondra soudainement. Un courant d'air anormalement froid traversa la pièce close, faisant frémir les rideaux rêches. Marianella ouvrit brusquement les yeux, réveillée par un sentiment d'oppression absolue sur sa poitrine. Une masse invisible et lourde semblait s'être agenouillée directement sur son jeune corps, sans défense. Elle tenta de crier pour appeler sa mère, mais aucun son ne parvint à franchir ses lèvres contractées. Soudain, une force brutale la saisit par les chevilles et la traîna violemment vers le bas du matelas. Sa tête heurta le montant en bois dans un craquement sec qui résonna dans toute la demeure. Les draps furent arrachés d'un coup sec par des mains éthérées, virevoltant dans les airs comme des spectres. La pauvre enfant fut projetée au sol, roulant sur le tapis usé, tandis que l'agression invisible redoublait d'intensité. Alertée par le fracas sourd, Concepción se précipita hors de sa chambre en enfonçant la porte de la pièce. La mère découvrit sa plus jeune fille au sol, secouée de sanglots convulsifs et couverte de ecchymoses naissantes. À cet instant précis, un rire d'outre-tombe sembla vibrer à l'intérieur même des cloisons en plâtre de l'appartement. Pendant ce temps, l'état physique d'Estefania atteignait un point de non-retour absolument effroyable. La pauvre adolescente ne pesait plus que quelques dizaines de kilos tant la possession la rongeait de l'intérieur. Ses yeux, autrefois si pleins de vie, n'étaient plus que des orbites sombres et fixes, injectés de sang.
Le calendrier affichait désormais le mois d'août 1991, marquant la fin inéluctable de son long calvaire terrestre. Une ultime crise d'une violence inouïe l'a saisi en plein milieu de l'après-midi, bloquant sa respiration. Son père tenta désespérément de lui desserrer les dents à l'aide d'une cuillère en métal pour éviter l'asphyxie. Malgré tous leurs efforts désespérés, le corps d'Estefania devint soudainement d'une rigidité de marbre. Les ambulanciers appelés en urgence ne purent que constater le décès de la jeune fille à son arrivée à l'hôpital. Le rapport médical officiel conclut mystérieusement à une mort subite et suspecte par arrêt cardio-respiratoire. L'appartement du numéro 8 fut alors plongé dans un deuil lourd, mais le calvaire ne s'arrêta pas avec sa mort. Bien au contraire, l'absence physique d'Estefania sembla libérer une colère encore plus sombre entre ses murs. Les parents commencèrent à entendre des bruits de pas lourds provenant des pièces totalement vides. Ce n'était pas la démarche légère d'une adolescente, mais le pas traînant et pesant d'un vieil homme en colère. Conception reconnut immédiatement ce rythme terrifiant qui lui glaça instantanément le sang. C'était la marche exacte de son propre père, le grand-père Lazaro, décédé quelques années plus tôt dans la haine. Cet homme avait promis sur son lit de mort de détruire la famille de sa fille s'il ne parvenait pas à obtenir vengeance. Les phénomènes se multiplièrent de façon exponentielle, terrorisant les frères et sœurs survivants chaque soir. Des portes d'armoire s'ouvraient et se fermaient brusquement d'un coup sec, brisant les charnières en bois. Des objets de décoration en céramique étaient projetés contre les murs, volant en éclats acérés sur le sol. Une nuit, la photo d'Estefania posée sur le buffet prit soudainement feu sans aucune explication logique. Ce qui rendait l'événement terrifiant était que le verre protecteur du cadre était resté parfaitement intact. La famille Gutiérrez Lazaro vivait désormais un enfer quotidien, confinés dans le salon devenu leur unique refuge. Ils y dormaient tous ensemble sur des matelas jetés au sol, terrifiés à l'idée d'aller seuls aux toilettes. Une bave visqueuse et inexplicable commença à s'écouler le long de certaines cloisons de la cuisine. L'odeur de pourriture et de soufre envahit l'atmosphère de manière permanente, rendant l'air presque irrespirable. Plus aucun prêtre ni médecin ne daignait franchir le seuil maudit du numéro 8 de la rue Luis Marin. Isolés du monde entier et abandonnés à leur triste sort, les résidents sombraient lentement dans la folie pure. C'est alors que survint la nuit fatidique de novembre 1992, où l'indicible décida de frapper un grand coup. Une silhouette humanoïde d'une noirceur absolue commença à ramper le long du plafond du salon bondé. Les cris de terreur de la famille brisèrent le silence de la nuit, alors que l'entité descendait vers eux. N'ayant plus d'autre choix pour sauver sa vie, le père se jeta sur le téléphone pour appeler la police nationale. Tandis que la ligne grésillait d'une voix lointaine, l'ombre s'arrêta juste au-dessus du visage de Marianella, prête à frapper à nouveau. Après cette ultime nuit de terreur face à l'ombre sans visage, la famille Gutiérrez ne put plus supporter le poids de cet appartement maudit. Chaque recoin de la pièce rappelait cruellement le souvenir douloureux d'Estefania et les cris étouffés des enfants. En cette année 1995, les parents décidèrent finalement de rassembler leurs maigres possessions pour fuir définitivement la rue Luis Marin. Charger le camion de déménagement sous la grisaille de Madrid ressemblait à un enterrement de leur ancienne vie. Conception jeta un dernier regard tremblant vers les fenêtres closes du numéro 8, craignant d'y voir une silhouette familière. Derrière les vitres sombres du deuxième étage, seul le silence de plomb semblait désormais régner sur les lieux. Pourtant, le mystère de Vallecas ne faisait que commencer son voyage dans l'esprit du public espagnol. Le rapport officiel rédigé par l'inspecteur José Negri devint rapidement une pièce maîtresse pour tous les amateurs d'occultisme. Les détails consignés par les forces de l'ordre décrivaient des phénomènes que la science rationnelle ne pouvait expliquer. La presse à sensation s'empara de l'affaire, transformant le calvaire de la jeune fille en un véritable phénomène médiatique. À la télévision, des experts autoproclamés analysaient chaque tache sur les murs et chaque murmure enregistré dans la maison. La mémoire d'Estefania fut disséquée publiquement, dépouillant la tragédie de son intimité familiale primitive. Des vagues de curieux et de chercheurs en parapsychologie défilèrent pendant des années devant l'immeuble de briques rouges. Le cas Vallecas s'installa ainsi confortablement dans la culture populaire comme le premier dossier paranormal certifié par la police d'Espagne.
Les décennies passèrent lentement, estompant les cris de la nuit sous le vernis du temps et de l'oubli progressif. C'est en l'an 2018 qu'un coup de théâtre inattendu vint briser les fondations de cette légende urbaine bien ancrée. Les deux frères aînés d'Estefania prirent publiquement la parole pour la toute première fois lors d'une interview télévisée retentissante. Leurs révélations froides et pragmatiques ébranlèrent instantanément les convictions des croyants les plus fervents. Ils confessèrent sans détour que leur mère, obsédée par le deuil, avait grandement amplifié les récits de phénomènes étranges. La douleur insoutenable liée à la perte d'Estefania avait plongé le foyer dans une psychose collective permanente. Plus troublant encore, ils démystifièrent certains événements spectaculaires consignés dans le célèbre rapport policier. Les bruits sourds et les grattements nocturnes provenaient en réalité des canalisations défectueuses et du voisinage direct. Les frères admirent également avoir provoqué eux-mêmes quelques sursauts mystérieux pour entretenir l'ambiance occulte de la maison. Quant aux conclusions médicales d'Estefania, des neurologues contemporains apportèrent un éclairage scientifique bien plus rationnel. La jeune fille souffrait très probablement d'une forme sévère d'épilepsie du lobe temporal, non diagnostiquée à l'époque. Cette pathologie complexe engendre fréquemment des hallucinations visuelles intenses, des crises de panique et des convulsions terrifiantes. La séance de Ouija n'avait pas ouvert les portes de l'enfer, mais avait agi comme un déclencheur psychologique traumatique majeur. La véritable tragédie de Vallecas résidait donc dans l'absence d'un traitement médical adapté à une enfant en détresse. Prise entre les superstitions religieuses de sa famille et l'impuissance des médecins, Estefania fut la victime oubliée du mythe. Aujourd'hui, l'appartement de la rue Luis Marin abrite de nouveaux locataires qui n'entendent plus aucun bruit suspect dans les murs. Les ombres démoniaques qui rampaient autrefois au plafond se sont définitivement évanouies sous l'effet de la rationalité. Le rapport de l'inspecteur Negri reste quant à lui gravé dans l'histoire comme le témoin d'une époque de doute profond. L'Espagne a appris à regarder ses démons à travers le prisme de la science plutôt que celui de la peur irrationnelle. La mémoire d'Estefania Gutiérrez Lazaro repose désormais en paix, loin du cirque médiatique et des frissons faciles. Les murmures de la planche Ouija se sont tus pour laisser place à la vérité historique et médicale. La douleur de la famille s'est apaisée avec le temps, refermant définitivement la page de ce sombre fait divers espagnol. L'histoire nous rappelle que les monstres les plus effrayants naissent souvent au cœur des secrets et de l'isolement psychologique. Le cas Vallecas demeure l'exemple parfait de la frontière fragile qui sépare la croyance populaire de la réalité concrète. C'est sur cette note de clarté retrouvée que se referme enfin l'un des plus grands mystères de la fin du XXe siècle. La lumière a chassé les ombres et le calme est revenu pour toujours sur le destin de la famille Gutiérrez.